On regarde pas le football, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du Williams FC les gars. Blueprint Paris, prévu d'avant-match avant ce premier round de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Chelsea au Parc des Princes ce mercredi 11 mars à 21h. Et avant ça, on va revenir bien évidemment sur plusieurs sujets qui sont importants de traiter pour pouvoir analyser la globalité de l'affrontement et de l'historique en fait qui est aussi entre le Paris Saint-Germain et le Chelsea Football Club. Donc on va déjà revenir sur la défaite 3-1 face à Monaco au Parc des Princes ce vendredi dernier. L'historique aussi des confrontations entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, vous verrez qu'il y a eu pas mal d'affrontements, surtout à une certaine période, surtout pour les anciens qui suivent le Paris Saint-Germain depuis un petit moment. Le diagnostic un petit peu de Chelsea, l'état de forme, qu'est-ce qu'il en est de l'équipe actuelle de Chelsea, le changement de coach aussi, Rosenior, Maresca, etc. La compo probable du Paris Saint-Germain avec effectivement une petite donnée sur les absents, les présents et les pronostics bien évidemment de fin de vidéo bien évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous savez déjà c'est très important pour le référencement pour être bien visible et continuer à faire du contenu de qualité sur les réseaux. On est parti tout de suite pour un nouvel épisode du Blueprint Paris. Et en première instance, on va donc faire déjà un petit point sur le Paris Saint-Germain avec la défaite face à l'AS Monaco au Parc des Princes sur le score de 3-1. Mais déjà avant ça, un petit point classement. Parce qu'il faut se rendre compte que donc avec cette défaite-là et la victoire du coup de Lens 2-0 face à Metz, ce dimanche permet à Lens de raccrocher le Paris Saint-Germain à 1 point, donc de revenir à 56 points, là où le PSG est à 57. Donc on voit que je pense qu'il va y avoir une course au titre jusqu'au bout si le Paris Saint-Germain ne se gère pas. Il y a le 12 avril un affrontement de taille face à Lens à Bollaert. Il va falloir être présent aussi pour pouvoir assurer le maximum de points entre cette confrontation-là. Et bien évidemment aussi, en parallèle de ça, accomplir les objectifs qui ont été fixés en début de saison. Battu par les flots, même si on dit que toujours battu par les flots, Paris n'a jamais sombré. C'est la devise de la ville de Paris, fluctua net mergitur. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de dire qu'on a été battu par les flots. Et encore une fois, on a fait preuve d'un très très grand manque de réalisme offensif. Mais avant toute chose, avant de parler bien évidemment de l'aspect statistique et effectivement de tout ce qui s'est passé dans le match, j'aimerais quand même débunker beaucoup de choses que j'entends sur les réseaux sociaux. Et premièrement, nous, en tant que supporters, parce qu'on dit toujours que les supporters sont les plus forcément sévères avec leur club. On est toujours très sévère quand il s'agit de notre club. Mais quand on arrive à prendre un petit peu de recul et à faire un petit peu preuve d'objectivité sur la situation réelle du club en temps et en heure à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'en réalité... Chez moi, c'est ça va, gros. Ah ouais, carrément. Ouais, ça va, gros. Ça va, gros. Genre, Ça va. Ok. Ça se respecte quand même. Sofiane? Ça va gros. C'est en dessous des attendus dans certains domaines du jeu, mais c'est pas catastrophique, pas cataclysmique comme ce que j'entends partout. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en prenant en compte tout le contexte global du football, c'est-à-dire qu'on est sur une saison qui dure depuis juillet. Depuis juillet, tu n'as fait qu'enchaîner des matchs, tu n'as pas eu de repos. Tu as des semaines par-ci par-là, mais c'est pas ça qui te permet d'avoir du repos. Quand tu analyses vraiment la globalité de la situation, tu t'aperçois que le Paris Saint-Germain, en fait, sur certains standards, ils sont toujours là. J'entends des choses comme quoi le Paris Saint-Germain n'a plus le niveau, ils ont perdu tout ce qui faisait leur force collective, etc. Par moment, je trouve qu'on dit des inepties et qu'on manque totalement d'objectivité. C'est-à-dire que sur certaines séquences, on est capable d'observer le Paris Saint-Germain sortir du pressing de manière élite comme personne ne peut le faire, avec du dédoublement, de la passe, des appels, du demi-espace, des latéraux qui montent, des permutations collectives, capable en fait de créer tout simplement du danger rien que par le mouvement. Ça, c'est une des forces principales du Paris Saint-Germain. Ça, c'est une des choses primordiales que le Paris Saint-Germain sait encore faire. Là où malheureusement, je vais mettre un bémol, c'est que le jeu de Luis Enrique demande énormément d'énergie. Et il demande déjà énormément d'énergie et nos joueurs sont à court d'énergie. Vitinha est cramé, ça se voit. Vitinha est cramé, tu n'as pas un effectif qui est au complet. Tu vis constamment sur le potentiel espoir, le retour à 100% de certains de tes cadres, Ousmane Dembélé, João Neves, Fabien Ruiz, etc. Hakimi, à qui on a forcé le retour parce qu'il y avait la CAN, etc. Mais tu n'as pas d'automatisme cette saison. Certes, ces gars-là jouent ensemble depuis des années, mais tu n'as pas d'automatisme cette saison parce que physiquement, tu es à la rue. Et ça s'entend par tout le contexte, la Coupe du Monde des clubs, l'enchaînement avec la Super Coupe, le début de saison, tu n'as pas de mois de repos, etc. C'est tout cet enchaînement-là qui fait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui arrive à la moitié de saison et à la 70e, tu as une équipe qui paraît totalement cramée physiquement. Donc voilà, c'était ce que je voulais déjà débunker par rapport à ce que j'entends partout sur les réseaux. Mais voilà, maintenant si on va se recentrer un petit peu sur le match de Monaco ce vendredi, quand on observe les statistiques des fois on dit ce qu'elles veulent rien dire. Et effectivement, là,
j'aimerais vraiment les souligner, c'est-à-dire que 72% de possession à 28, mais la plupart de la possession, elle est basse. C'est une possession basse, c'est une possession dans ton camp où tu subis le pressing, où tu subis du marquage individuel sur le terrain, un quadrillage bien effectué de la part de Sébastien Pocognoli qui a réussi parfaitement ces 3 matchs face à Luis Enrique à les gérer d'une manière tactique brillante. Vraiment, il a vraiment surpassé Luis Enrique sur l'entièreté de la saison. Mais Luis Enrique n'a pas réussi à trouver la faille face à l'AS Monaco. Il a fallu à chaque fois un coup du destin, on va dire, avec un carton rouge qui te permet à chaque fois de te remettre en jeu. Mais là, il n'y a pas eu de carton rouge et tu n'as pas su déjouer le piège de l'AS Monaco. Elle est là la réalité. Mais malgré ça, quand même, ce qu'il faut préciser, c'est le volume d'occasion. Le volume d'occasion qui a été généré par le Paris Saint-Germain, tu réussis quand même à te procurer 20 tirs, à produire 1,62 XG quand même, donc c'est quand même conséquent. Et il y a un nombre d'occasions sur lesquelles tu vas au bout, mais tu ne frappes pas. Donc potentiellement, tu peux avoir encore plus de tirs. Tu peux être encore plus dangereux. Des occasions où Nuno Mendes est capable de porter le ballon très très haut par sa capacité à éliminer, sa vélocité et sa vivacité, sa qualité de percussion aussi. Quand il centre, il n'y a personne. On le voit sur des centres de Warren, sur les centres de Kangin Lee, sur les centres de Nuno Mendes. Par moment, on a centré, il n'y avait personne. Où il y a eu des ratés comme Dembélé qui manque le ballon tout simplement. Et c'est même pas, il l'a pas touché, il l'a juste pas touché. Donc tout ça fait que le volume d'occasion généré par le Paris Saint-Germain est quand même important, mais que en fin de compte, ton réalisme offensif, c'est ce qui punit. Mais c'est aussi ton réalisme défensif. Ce qui compte, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Et dans les deux surfaces, actuellement, le Paris Saint-Germain, c'est pas bon. On a un Pacho qui est en dessous. On sent qu'il pioche un petit peu physiquement. Marquinhos qui n'est pas bon. Zabarni qui n'arrive pas à prendre la relève aussi toujours de Marquinhos. Et un Hakimi qui n'est toujours pas revenu à son potentiel. Nuno Mendes qui a des sautes de concentration. Vitinha qui est complètement cramé. Et ça se voit sur ses courses de repli où tu sens qu'il fait beaucoup moins les mêmes efforts qu'auparavant. Un João Neves qui n'est pas du tout à 100%, qui est remplacé du coup par Warren Zaïre-Emery. Zaïre-Emery qui jusque-là faisait une top saison, mais qui face à Monaco a sombré totalement. Qualité technique très pauvre, très médiocre, beaucoup de déchets techniques, battu dans les duels, là où c'est normalement sa force. À côté de ça, t'as un Lee Kang-in quand même qui continue de faire de bonnes entrées, mais qui n'arrive toujours pas à grappiller cette place de titulaire aux yeux de Luis Enrique. Donc qu'est-ce qu'il faut réellement à Luis Enrique pour que Lee Kang-in soit titulaire? Je ne sais pas. Mais même si vous regardez quand même les X-Goals subis, donc c'est-à-dire le volume d'occasion qu'on a subi, qui est potentiellement, donc qui est cadré déjà et qui est potentiellement une menace de but pour le Paris Saint-Germain, c'est 2,44 par rapport à ce que nous on a produit face à Monaco, c'est 1,26. Ça vous montre en fait que sur toutes les occasions, le peu d'occasions que Monaco a eu, chaque occasion était dangereuse. Et chaque occasion avait possibilité de faire but. Ça vous montre aussi toute l'efficacité offensive de Monaco et le problème défensif qu'a le Paris Saint-Germain en ce moment. Et qui va devoir être réglé à un moment donné, puisque tu vas affronter une équipe qui est capable du meilleur, du très très bon, comme du pire. En l'occurrence Chelsea. Ça va être un enjeu de ce match-là. Luis Enrique aussi qui a déclaré en conférence de presse la confiance ne s'achète pas à Monoprix après la défaite de Monaco, mais qui pour moi révèle quand même quelque chose d'important, c'est que c'est une équipe qui est en manque de confiance. Et ce manque de confiance-là, c'est normal. Tu ne produis pas le jeu que tu as l'habitude de produire, tu gagnes difficilement. C'est pas des victoires contre Metz et Monaco qui te rassurent, puisque dans les matchs qui comptent, c'est là où en général tu montres pas ton réel visage. Face à Monaco, t'as failli sombrer. Bilbao, c'était compliqué. Le Sporting, tu t'es fait surprendre. Newcastle, c'était ton pire match en Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe qui manque, on le sent, cruellement de confiance. Et cette confiance-là, en plus, elle n'est pas remise à jour parce que l'effectif est en train de plonger physiquement avec l'enchaînement des matchs. Mais ça, j'ai envie de vous dire que l'enchaînement des matchs, c'est une chose. La responsabilité de la direction en est une autre. C'est Luis Enrique et la direction qui nous ont dit qu'on ne devait pas recruter. On ne devait pas recruter. Aujourd'hui, je pense que ça a été une erreur de ne pas recruter parce que, on le voit clairement, tu ne peux pas tenir un cycle aussi long de presque 2 ans du coup, avec un socle de 15 à 16 joueurs, 20 joueurs quand t'es élargi au Titi, mais tu peux pas, c'est pas possible. Avec une proportion de 12-13 joueurs qui jouent tout le temps. Ce ne sont pas des robots, ils sont fatigués. On est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Donc, effectivement, d'après les infos qu'on a de Fabrice Hawkins, la source parisienne, effectivement, il va y avoir un gros mercato 2026-2027 pour l'été. J'espère, parce que sinon,
ça va être compliqué. On va être obligé d'aller recruter. Ça va passer aussi peut-être par des enjeux de prolongation. Est-ce que Barcola le prolonge? Est-ce que Mayoulou va prolonger? Tout ça, c'est des dossiers qui restent en suspens, mais qui sont aussi interdépendants les uns des autres. Donc bien évidemment, je ne vais pas revenir sur l'état de forme de Paris. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais vous voyez que les résultats de Paris sont plus ou moins très inégaux quand même ces derniers temps. 4 défaites déjà en Ligue 1. Au total, je crois que c'est quasiment presque 10 défaites depuis le début de la saison, pour une équipe qui est championne d'Europe et qui a été à un niveau stratosphérique atteint lors de la finale face à l'Inter. Je dirais pas que c'est difficile à imaginer, mais c'est presque en début de saison, ouais, tu te dis Paris va rouler sur tout le monde. Ils sont pas prêts. Ils croyaient que, mais non. Mais quand tu prends en compte bien évidemment tous les facteurs extérieurs à tout ceci, tu te rends compte que c'est bien plus compliqué que cela et que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, malgré ses résultats indécis, est quand même premier de Ligue 1. T'es quand même qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. T'as encore tes cartes à jouer parce que Chelsea aussi a beaucoup de défauts, on va le voir tout juste après. Donc la saison n'est pas encore catastrophique, t'es encore dans les clous de tes objectifs. Maintenant la saison peut tourner au drame si tu perds le titre face à Lens. Elle peut tourner au drame si tu te fais sortir dès les 8ème de finale. Mais ça, voilà. Le juge de paix se fera après la double confrontation de Chelsea. À la fin de saison, tu tireras une conclusion sur la saison du Paris Saint-Germain. Tout en prenant bien évidemment le contexte en compte, puisque ça compte, bien évidemment. Ça compte. Comme on le voit sur le calendrier, donc on va avoir quand même une semaine de repos entre le premier affrontement de Chelsea et le deuxième affrontement de Chelsea à Stamford Bridge, parce que le PSG a réussi à décaler son match face à Nantes. Comme c'est bizarre. Oh alors. Personnellement, j'aurais préféré qu'il joue. Maintenant, étant donné l'état physique et le besoin de repos de certains joueurs, je peux comprendre que le déplacement de la rencontre se soit fait. Par contre, il se fait au détriment de Nantes, Nantes est en train de jouer son maintien. Nantes qui va devoir enchaîner 3 matchs dans une semaine. Bon, ça me concerne pas personnellement, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, on s'en fout. Mais Comment ça, mon ref? si on regarde un petit peu le bracket, parce que effectivement, c'est aussi un petit peu ce qui peut attendre forcément le Paris Saint-Germain derrière. Quand vous regardez le tirage, Paris est tombé clairement dans la pire des parties. Vous avez d'un côté l'Europa League avec le Barça. Quand je dis Europa League, je caricature, mais d'un côté vous avez qu'un seul vainqueur de la Ligue des Champions, c'est le Barça avec 5 Ligues des Champions. De l'autre côté vous en avez 36, avec Liverpool 6, Real 16, City 1, le Bayern 6, Chelsea 2 et Paris 1. C'est énorme. C'est juste la pire des parties. C'est-à-dire que tu sors potentiellement de Chelsea, tu affrontes Galatasaray ou Liverpool. Si tu sors cette confrontation-là, en demi-finale, tu affrontes potentiellement City ou le Bayern. Grosso modo, le parcours jusqu'à la finale va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais il n'est pas impossible. Par contre, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est comme ça que je le ressens. Oh mais dis le terme. Pourquoi tu essaies tu enjolives les choses là. Dis le terme. Ouais, dis le terme. Je pense que si le Paris Saint-Germain sort Chelsea, une demi-finale peut être envisagée. Il n'est pas à exclure, voire peut-être même une potentielle finale. Je dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions. Par contre, je pense que si tu sors Chelsea, tu es capable peut-être de capitaliser sur cette dynamique et de pouvoir enclencher juste derrière en allant potentiellement peut-être chercher une demi ou une finale. Si on regarde l'historique des affrontations, si on regarde l'historique des affrontements entre le Paris Saint-Germain et Chelsea, pour les plus anciens qui étaient déjà nés à cette époque-là, 2004-2005, première saison de Didier Drogba à Chelsea, perd 3-0 au Parc des Princes avant de faire 0-0 au Bridge. Bon, moi j'ai pas d'image de ce match-là, j'avais à peine un an, frère, j'étais pas né. Par contre, saison 2013-2014, je m'en souviens très bien, quart de finale de la Ligue des Champions, premier gros affrontement et première pierre à l'édifice de l'histoire de QSI en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, puisque tu affrontes un cador Chelsea qui était à ce moment-là champion d'Europa League, si je dis pas de bêtises, ils avaient gagné l'Europa League en 2013, après avoir gagné la Ligue des Champions en 2012, tu fais quand même 3 à l'aller. On va dire ce qui te coûte la victoire, c'est le but à l'extérieur de Chelsea au match aller. C'est là où tu perds concrètement. Il y a aussi ce match-là en 2015 où tu prends un rouge un peu discutable, je dirais très discutable, de Zlatan Ibrahimovic qui ne touche absolument pas Diego Costa, et puis tu as ce coup de casque de Thiago Silva qui permet la qualification avec le but à l'extérieur. Et puis bien évidemment l'affrontement le plus récent pour moi, c'est la Coupe du Monde des clubs où tu prends 3-0 bien évidemment, où tu étais surpassé dans tous les domaines, dans tous les compartiments du jeu, sans oublier bien évidemment que il y a effectivement aussi ce 8ème de finale en 2016, époque Laurent Blanc, peut-être l'un des meilleurs Paris Saint-Germain à ce moment-là, où tu vas gagner 2-1 à Chelsea et tu gagnes 2-1 à la maison. Je voudrais juste ressortir la déclat de Robert Sanchez qui nous explique que il faut qu'on lui donne le Paris Saint-Germain pour qu'on puisse
les éliminer et que cette fois-ci, il n'y ait aucune excuse. C'était le 28 août 2025, avant le tirage au sort de la Ligue des Champions pour la phase de groupe. Après nous avoir affronté en Coupe du Monde des clubs, après nous avoir bien fessé 3-0, où Chelsea nous aura complètement dominé de la tête aux pieds. On aura été dominé sur le plan physique, athlétique, tactique. Maresca avait complètement réussi sa bataille tactique face à Luis Enrique. On avait été mangé de partout. Mais je pense quand même que c'est un match qu'il ne faut pas prendre en compte puisque c'était dans des dynamiques différentes. Bacho n'était pas là, c'était Beraldo qui jouait, ça a quand même son importance puisque Bacho ne joue pas actuellement. Beraldo ne joue pas actuellement. C'était une dynamique différente. Le Paris Saint-Germain arrive au bout de sa saison, tu sentais qu'il commençait à être fatigué, là où Chelsea, eux, grâce à leur roster de 100 personnes, pouvaient se permettre de changer énormément de joueurs. On peut critiquer la stratégie de Chelsea, mais ça reste leur stratégie et c'est ce qui leur a permis aussi de pouvoir aller chercher inconsciemment aussi ce titre-là. Donc ça doit trotter dans un coin de ta tête et te dire que ce qui s'est passé en Coupe du Monde des clubs ne doit plus jamais arriver, clairement. On va donc aborder la partie de Chelsea maintenant. Chelsea qui difficilement a battu Wrexham dans les derniers instants en FA Cup. On a vu que le match était chaud. Chelsea a eu du mal à se sortir du plan de jeu mis en place par Wrexham, malgré la possession à outrance de Chelsea. Wrexham produit quand même 1,87 d'expected goals, 19 tirs, c'est quand même conséquent. C'est pour ça que je vous dis que même si Chelsea est capable du meilleur, c'est quand même une équipe qui est capable du pire, qui est capable d'avoir des énormes trous d'air, en fait de disparaître tout simplement dans un match. Et ils ont un espèce de triangle infernal entre le gardien et le back four comme on dit, mais plutôt la défense centrale, qui est vraiment pour moi pas du tout rassurante. C'est-à-dire que peu importe la défense centrale que peut mettre Rosenior, aujourd'hui je ne suis absolument pas rassuré pour Chelsea face à n'importe quelle équipe avec ce back four. Tu as potentiellement Cucurella et si c'est pas Reece James qui sera peut-être au milieu de terrain, ce sera Malo Gusto. Ils sont quand même deux excellents latéraux et qui eux sont des satisfactions. Tes deux centraux reste l'équation avec le gardien. Et d'ailleurs le gardien qui a été remis en cause puisque Rosenior explique en conférence de presse juste après le match face à Wrexham que la hiérarchie au terme des gardiens n'est pas du tout définitive et que au contraire il veut de la concurrence dans tous les secteurs du jeu, y compris sur le poste de gardien. Donc ce qui peut potentiellement mettre un petit flou au niveau de Robert Sanchez ou de Philippe Jorgensen qui ont entre guillemets leur place à jouer mais pour qui la seule boulette peut coûter le match. Si on regarde quand même l'état de forme de Chelsea, donc c'est quand même un état de forme qui est plutôt irrégulier. C'est une équipe vraiment qui a l'image de son état de forme. Elle est très irrégulière, capable de taper Aston Villa 4-1 et de ne rien laisser, de produire 3,70 G, de toucher 34 ballons dans la surface adverse tout en tirant presque 2 fois plus que son adversaire. Mais par contre, de perdre des points dans des matchs qui sont, on va dire, plutôt abordables. Face à Burnley, face à Leeds, tu as fait un match nul et tu as perdu là-bas. Il y a des matchs qui, des fois, où tu te demandes si Chelsea fait exprès. Chelsea est sur une irrégularité monstre, mais qui se caractérise pour moi par beaucoup de choses. C'est une équipe qui paraît constamment en reconstruction, mais qui achète, parce qu'elle achète énormément de joueurs, par contre qui est capable par moment d'aller jouer des coups. Parce que vous voyez bien, c'est une équipe quand même qui est capable de battre Liverpool, de battre Tottenham, même si Tottenham est en train de jouer le maintien. Elle est capable de faire match nul face à Arsenal et face à City. Tu es capable quand même de taper Barcelone en Ligue des Champions et de quand même arriver à faire top 8 et être 6ème de la phase de Ligue des Champions. T'es la 3e meilleure attaque de Première Ligue, t'es la 5e meilleure défense de Première Ligue, donc c'est quand même pas, voilà, c'est pas déconnant, c'est quand même un bon chiffre, même si tu as pris quand même 54 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même une équipe, quand même, quand on regarde Chelsea, qui est capable de bonnes choses. Un effectif avec de jeunes joueurs à fort potentiel, mais qui parfois manquent aussi d'expérience et qui font preuve souvent de naïveté. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très indisciplinée, puisque quand on regarde ses chiffres en termes de discipline, Chelsea, c'est l'équipe la plus indisciplinée tout simplement de Première Ligue, avec 7 cartons rouges, 9 au total si tu comptes les 2 en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui est très agressive, mais qui a justement ce défaut d'agressivité là. Elle a ce défaut d'agressivité là qui est caractérisé par des joueurs comme Enzo Fernandez, Pedro Neto, Wesley Fofana qui prennent des cartons à chaque fois bêtement, et surtout que sur ces 9 cartons, c'est 9 joueurs différents, c'est jamais le même. C'est pas tu vas te dire que t'as un boucher en défense, c'est un des défauts principaux de cette équipe qui va devoir être corrigé avant le match face à Paris, parce que Paris peut potentiellement jouer sur cette caractéristique là de te faire péter un câble et te pousser à la faute justement. Par contre, si on s'aperçoit un petit peu au niveau de Chelsea, c'est une équipe quand même qui a du mal à voyager en Ligue des Champions. Elle a perdu à Bergame, elle a perdu à Munich, elle a fait match nul à Bakou. Ta seule victoire à l'extérieur en fait c'est Naples.
C'est la seule victoire où tu allais gagner et tu as gagné quand même difficilement dans la douleur. Tu gagnes quand même difficilement aussi face à Pafos. C'est pour ça que je vous dis que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Et puis en plus, depuis le 13 février dernier, le match de Coupe d'Angleterre face à Hull City où vous gagnez 4-0, tu n'as produit aucun clean sheet. C'est-à-dire que chaque match, Chelsea encaisse quelque chose. Chaque match, Chelsea encaisse un but, subit des occasions. Et on le voit dans ces matchs, en transition, Chelsea prend l'eau de toutes parts. C'est sûrement pour ça que d'ailleurs Liam Rosignor a repositionné Enzo Fernandez en numéro 10 à la place de Cole Palmer, et Cole Palmer qui joue désormais sur le côté droit, et que du coup à la place d'Enzo Fernandez dans le double pivot avec Caicedo, c'est Reece James qui est monté au niveau du milieu de terrain, ou alors Romeo Lavia qui joue, puisque Malo Gusto est capable de prendre le flanc droit. Par contre, du coup, qui dit Cole Palmer à droite, Cole Palmer beaucoup moins influent, puisque Cole Palmer n'est pas un ailier purement, puisqu'il ne percute pas, c'est pas un ailier qui est rapide, c'est pas un ailier qui fait preuve de beaucoup de vélocité et de vivacité, c'est un ailier qui est plutôt, on va dire, meneur de jeu. C'est plus un meneur de jeu, un numéro 10 dans le texte. Mais à ce poste-là, tu as aussi Enzo Fernandez. Donc, malheureusement, tu es obligé de faire un choix. Ce choix-là, pour le Paris Saint-Germain, peut être judicieux parce que Cole Palmer se retrouverait face à Nuno Mendes, et je sais que Nuno Mendes, dans un match comme celui-ci, il sera concentré, et quand Nuno Mendes est concentré, peu importe qui tu le mets en face de lui, il va le manger. Donc il a pas tort. Pour finir avec le diagnostic sur Chelsea, on va parler de 3 points pour moi qui sont importants. C'est tout d'abord déjà Liam Rosignor depuis que Chelsea a changé de coach. Liam Rosignor, c'est 15 matchs, 10 victoires de nul, 3 défaites. 34 buts marqués, 17 encaissés. Ça montre quand même déjà que le volume d'occasion est quand même important. Tu prends 2,07 points par match, et c'est quand même peut-être aussi l'entraîneur qui nous a le plus posé de problèmes à Paris, puisque Liam Rosignor face à Paris, c'est 3 matchs, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite. Ok, le bilan est mitigé, mais quand tu regardes les rencontres, le match nul, c'est le 3-3 au Parc des Princes l'année dernière, Strasbourg mené 3-1. C'est la victoire 4-2 au Parc des Princes cette année face à Strasbourg. Pareil, Strasbourg nous avait encore énormément posé de problèmes aussi. C'est aussi la victoire l'année dernière pour Liam Rosignor à Strasbourg en fin de saison, 2-1 face au Paris Saint-Germain qui est en train de préparer la Coupe de France et la finale de la Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui est capable de produire des choses, de produire des coups face à des équipes, même si le haut niveau du panier, c'est-à-dire la Ligue des Champions, il connaît très peu. Chelsea, sur un match, ils sont capables de te mettre la misère et d'être potentiellement la meilleure équipe du monde. Par contre, sur une double confrontation, ils sont capables du meilleur comme du pire. Capables d'avoir des énormes trous d'air, d'être vulnérables très défensivement, faire preuve de manque de concentration, de saut d'agressivité assez bête, de prendre des cartons bêtes. Donc on peut espérer que le PSG peut capitaliser sur ces défauts de cette équipe-là, sur son manque d'expérience, malgré sa jeunesse, qui a quand même quelques joueurs expérimentés, les Caicedo, les Enzo Fernandez qui sont champions du monde, Cole Palmer aussi qui est international anglais, Malo Gusto aussi, qui commence à avoir un petit peu de jalon. Il y a quand même de l'expérience malgré la jeunesse de cet effectif-là, mais qui manque encore, tu vois, fait preuve de naïveté. Voilà, ça fait preuve de naïveté, ça fait pas assez preuve de roublardise et de vice dans certains moments. Puis, pour moi, c'est le dernier point que je vais aborder concernant Chelsea, c'est le point principal, c'est João Pedro. João Pedro, pour moi, qui est le X-Factor de cette équipe, puisque c'est tout simplement le meilleur attaquant de Chelsea avec 17 buts marqués, le meilleur passeur de Chelsea avec 9 passes décisives, et c'est 3e joueur le plus utilisé en nombre de matchs, mais le 6e joueur utilisé le plus utilisé en nombre de minutes jouées. Et il est décisif toutes les 161 minutes. Ça vous montre quand même son ratio, et c'était pas un petit ratio, c'est un ratio qui est important. Ça vous montre que c'est un danger constant et qu'il est de plus en plus clinique depuis que Rosignor est arrivé face aux cages. Attention, Méfiez-vous. à João Pedro qui est en plus en train de prendre confiance, et c'était encore ce même João Pedro qui nous avait posé énormément de problèmes dans la gestion de l'espace et de la profondeur en finale de Coupe du Monde des clubs à New York l'été dernier. Petit point calendrier quand même pour les Blues. Les Blues quand même qui vont avoir un calendrier qui est quand même assez chargé, puisqu'ils vont affronter Newcastle avant de raffronter Paris au Bridge, puis ils vont se déplacer à Everton et se déplacer à Manchester City. Bien évidemment, pour la Première Ligue, il n'y aura jamais de report, ça ne se fait pas, c'est pas dans les traditions de la Première Ligue de reporter les matchs. Puis même dans tous les cas, même si Chelsea avait demandé, je pense que la Première Ligue n'aurait pas accepté, et que même Newcastle n'aurait pas accepté. Donc voilà, ils sont pas du tout dans la même configuration que nous. Par contre, ça sera peut-être l'opportunité pour eux de pouvoir capitaliser peut-être soit sur une certaine confiance s'ils ont battu le Paris Saint-Germain à domicile, enfin à l'extérieur, ou par contre de devoir se remettre en selle
avant de recevoir le Paris Saint-Germain au Bridge en cas de défaite ou de score défavorable. Compo probable du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On va partir sur une compo qui est assez classique. Je vais pas revenir à chaque fois en détail sur les compos. Commencer à les connaître. 4-3 à chaque fois classique. Safonov dans les cages qui, pour moi, c'est clair qui s'est imposé comme le numéro 1 dès cette saison. On verra peut-être sur la continuité de la saison, mais je pense pas que même s'il fasse 1 ou 2-3 mauvais matchs en Ligue des Champions, il passera à nouveau sur le banc. Je pense qu'il s'est vraiment clairement imposé comme le numéro 1. Maintenant à Chevalier de devoir faire ses preuves pour voir s'il peut renverser la tendance. Mais Safonov, c'est du solide, ça rassure l'équipe. Je pense que l'équipe a confiance en lui. Donc Safonov dans les cages, le back four on le connaît, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Par contre, c'est le milieu de terrain qui reste potentiellement le chantier. La salle des machines, comme on aime l'appeler. Pour moi, c'est le moteur du Paris Saint-Germain. Et si le moteur est en panne, le Paris Saint-Germain est en panne. Mais pour moi, un Vitinha qui est moins bien, il doit être compensé par 2 joueurs à côté qui sont aussi en capacité de pouvoir le relever. Malheureusement, João Neves n'est pas encore à son meilleur niveau. Il est de retour dans le groupe après sa blessure à la cheville. Donc on espère qu'il sera potentiellement apte à jouer le match retour parce que je pense que le match allait prendre le risque de le faire jouer alors qu'il n'a pas joué face à Monaco. Il n'a pas eu de temps de jeu. Il aurait peut-être eu 2-3 séances dans les jambes d'entraînement. C'est pas assez. Je préfère ne pas partir sur João Neves. Je préfère partir plutôt sur Lee Kang-in, capitaliser sur la bonne forme de Lee Kang-in, mettre Lee Kang-in dans le milieu de terrain avec Vitinha. On n'a pas de remplaçant de Vitinha pour l'instant. Donc pour l'instant, Vitinha continue de jouer malgré le fait qu'il soit, je pense, cramé. Et Zaïre-Emery qui, hormis le match face à Monaco, c'est quand même une top saison. Et pour les 3 de devant, Dembélé qui est rentré face à Monaco, qui a joué 30 minutes quasiment, me paraîtra être titulaire. Barcola à gauche, c'est du solide, malgré toujours son déchet de finition, mais ça reste quand même du solide. Et je pense qu'à droite, on partira sur Désiré Doué plutôt que Kvaratskhelia, puisqu'on sait très bien que Kvaratskhelia à droite, c'est une ineptie totale, le mec. Côté pronostic, je vois quand même un match très serré. Et malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut imaginer sur le Paris Saint-Germain face à Chelsea, je pense que quand même le Paris Saint-Germain gagnera son match à domicile, se relèvera quand même, fera taire beaucoup de gens, je l'espère, face aux Blues à la maison en gagnant 2-1 avec un but de Barcola, un but d'Ousmane Dembélé, et j'exclus pas même d'avoir un 3e but. On arrive sur la fin de la vidéo, donc bien évidemment, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, partagez aussi vos avis avant ce match de Ligue des Champions qui s'annonce capital, justement, pour la capitale française, le Paris Saint-Germain. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, n'oubliez pas que on ne regarde pas le football, on le vit. C'était LouIMCFC, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.